Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la représentante du Parti libéral du Québec pour notre épisode spécial, encore une fois, de la série « À qui le vote ». Donc, un petit rappel pour ceux qui regardent pour la première fois cet épisode et cette série. L'objectif est de permettre à chaque parti de représenter leur position, leurs convictions et de s'adresser à la relève entrepreneuriale québécoise pour guider leurs choix. Donc, j'aimerais ça te remercier déjà de te joindre à moi. Bonjour Louis. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, j'aimerais d'ailleurs brièvement me présenter parce que, avant tout, c'est un épisode donné pour un gros pain. Donc, je suis l'hôte, bien entendu. Je suis aussi le fondateur et producteur de Studio Machiavel, l'agence marketing pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais te poser une première question pour briser la glace. Quel genre de pain, toi? Quel genre de pain? Mm-hmm. Pain patate. Pain patate, c'est un pain haïtien aux patates douces. OK, c'est pour ça que je le connaissais Ouais. Ouais, non, c'est réconfortant. C'est réconfortant comme pain. Je pense que si on est d'origine haïtienne, on a une grand-maman, certainement, qui en a fait à la maison. C'est excellent. Donc, pain aux patates douces. Parfois avec des raisins secs, parfois avec un petit peu de rhum barbancourt, mais ça dépend de la version. Là. Pas la version pour enfants, certainement pas. Ça, c'est quasiment un dessert. Ben, c'est ça, oui, vraiment. Ben, vraiment, c'est ça. Ouais. En fait, ouais, là, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu de la triche, là. C'est un petit peu comme un dessert, là, pain patate. Mais ça porte le nom pareil. Faudrait que j'essaie ça un jour. Oui, faudrait que tu essaies ça. Absolument. La prochaine fois, je reviendrai avec du pain patate. Ouais, c'est ça, c'est le mandat exact. C'est ça. Si tout se passe bien pendant l'élection, d'ailleurs, on te ramènera ici au podcast. Donc, on commence déjà avec une nouveauté cette saison, dans le fond. On aimerait savoir si tu peux nous faire un petit pitch d'environ 45 secondes à partir du décompte de Karim pour présenter un peu le parti et ses convictions. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Madouanika Cadet. Donc, je suis candidate pour Bourassa Sauvé, dans Bourassa Sauvé pour le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec, c'est le parti de l'économie. C'est le parti qui voit grand pour le Québec. C'est le parti qui a de l'ambition pour tous les Québécois. C'est le seul parti qui peut rassembler tout le monde d'un bout à l'autre de la province. C'est le seul parti qui a à cœur de créer de la richesse pour être capable de mieux la redistribuer, qui croit autant au développement économique qu'à la justice sociale et qui, par défaut, dans ce sens-là, représente les valeurs québécoises. C'est le parti qui se dit ouvert sur le monde. C'est le parti qui a envie de rendre nos entreprises compétitives. C'est le parti qui a envie que tout le monde embarque dans l'aventure de la société québécoise. Voilà. Wow! Pile on time, j'aime ça. C'est bon, ça. T'es arrivé à la seconde près, c'est excellent. Ben, merci de nous avoir présenté ça. Puis, ça m'amène, en fait, déjà à la première section où on veut apprendre un petit peu plus à te connaître. Comment tu gagnes ton pain? Donc, la question dit tout. On veut savoir un peu c'est quoi ton parcours, comment tu es arrivé à gagner ton pain maintenant. Mais d'abord, si tu nous parlais un petit peu où tu as débuté, où tu as étudié d'abord. Donc, au niveau de mon parcours d'études, moi, je suis avocate. J'ai fait mon bac en droit à Sherbrooke. Puis, dans le fond, moi, j'étais en programme de droit MBA, le bac maîtrise. Donc, j'ai fait ça donc en 4 ans, programme coopératif, promotion 2014. En fait, promotion 2013. Puis ensuite, nous, on alternait stage-études, tout le temps, on l'a fait qu'en 4 ans, on a fait ça, non-stop. Puis ensuite, je suis partie faire mon barreau à Québec. Fait que j'ai fait passer mon examen du barreau là-bas, 2013, promotion 2014. Ensuite, je me suis dit, parce qu'avec le bac maîtrise, j'avais pas l'occasion de pouvoir partir à l'étranger, à l'international. Moi, j'avais toujours eu cette fibre-là de pouvoir aller voir ailleurs. Fait que je me dis, ça, c'est mon opportunité, là, c'est ma fenêtre. Si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Fait que j'ai appliqué des programmes de maîtrise en politique publique. On verra, on continue à parler de mon parcours. J'avais déjà commencé à être impliquée, là, donc je me suis dit, une maîtrise en politique publique, ça rejoint vraiment qu'est-ce que j'ai le goût de faire, puis comment est-ce que j'ai envie de compléter mon parcours multidisciplinaire. Fait que j'ai été acceptée à Georgetown, fait que j'ai fait ma maîtrise là-bas. Fait que 2015 à 2017, fait que puis je suis restée une année supplémentaire à Washington, fait qu'en tout, j'étais là 3 ans.
J'ai travaillé là-bas, j'ai fait un stage à la Banque mondiale, puis après avoir gradué, j'ai été embauchée dans le département dans lequel je travaillais, fait que je suis restée là 3 ans. Washington, D.C., là. Ouais, Washington, Donc, D.C. au cœur de la politique. Oui, là, oui, oui, ça mais doit être vraiment, mieux placé, vraiment. là. Oui, 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 oui. Oui, oui, là, j'ai une petite nerd de la politique, là, que c'était c'est littéralement ça. Tu sais, à l'époque, en plus, tu sais, je suis passée en 2015, puis là, je me disais, c'est tellement génial, je vais être à Washington pour l'élection de la première femme à la présidence des États-Unis, ça va vraiment être génial. On sait que l'histoire en a voulu autrement, c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais j'étais quand même à Washington pendant une période assez historique, fait que passer de l'administration Obama à l'administration Trump, puis de voir le changement dans la ville, la première moitié du temps que j'étais là-bas à la deuxième moitié. Fait que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Fait que ça, c'est mon parcours académique. Puis, on continue au niveau du parcours professionnel. C'est ça. Fait que je disais, moi, j'étais là-bas. Donc, moi, à la Banque mondiale, je travaillais pour le rapport Doing Business. Donc, nous, on établissait des indicateurs pour le développement des petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement. Fait que moi, j'avais un portefeuille de pays francophones, fait que surtout d'Afrique francophone, Haïti, évidemment, puis quelques autres pays aussi. Puis nous, on évaluait la législation, puis la réglementation, puis de voir comment se facilitait le développement des affaires pour les petites et moyennes entreprises. Fait que dans le cycle normal des affaires, là, de l'ouverture d'entreprise, là, starting a business, donc ça, c'était le premier indicateur, jusqu'à faillite et insolvabilité. Fait qu'on voyait tout le cycle. Puis moi, je travaillais sur les indicateurs de la résolution des différends, évidemment. Donc, lorsqu'il y a un litige entre des entreprises, est-ce que le système permet facilement de résoudre ce litige-là, puis s'ils ont confiance en ce système-là? Et donc, veulent l'utiliser. Fait que si ça fonctionne bien et c'est efficace comme outil, ça va faciliter les investissements dans cette juridiction-là. Fait que moi, je travaillais, quand j'étais en stage, je travaillais pour cet indicateur-là. Puis ensuite, j'ai travaillé pour l'indicateur de la protection des actionnaires minoritaires. Fait que la législation, la réglementation, donc les lois sur les compagnies, la réglementation en valeur mobilière, voir si ça facilitait la protection des actionnaires minoritaires. Fait que ça comprenait de rencontrer les acteurs institutionnels des différents pays, de faire des missions aussi. Fait que moi, je partais en mission à Djibouti, regarder les réformes législatives qu'ils avaient faites pour justement réformer cette législation puis cette réglementation-là. Puis en Algérie aussi. Donc, fait que même chose, d'aller revoir un peu les réformes au niveau du système judiciaire pour voir un peu comment est-ce que c'était facile pour les entrepreneurs de passer à travers ce réseau-là. Fait que j'ai fait ça pendant un moment, puis un peu avant de partir à Washington, j'étais aussi partie en Chine, travailler dans un cabinet d'avocats là-bas, fait que j'ai fait un stage là-bas en disant « OK, je vais attendre dans quelle université je vais être acceptée, fait que je vais passer 2-3 mois là-bas. » Fait que je travaille dans un cabinet aussi là-bas sur des transactions internationales comme stagiaire. Puis, on avance un peu le fast-forward, retour ici à Montréal en 2018. Fait que je travaillais dans un grand cabinet d'avocats. Avec mes choses, donc j'ai en droit des sociétés de façon générale, je fais un peu, j'ai été détachée en entreprise aussi, puis par la suite, je suis allée travailler pour un ministre fédéral, de l'industrie, le ministre de l'Industrie, fait que travailler sur les investissements internationaux aussi, fait que ça c'est un peu mon background. Wow, puis tu es parfaitement positionné pour parler de la relève entrepreneuriale avec toute l'expérience que tu as eue à gérer ces dossiers-là, c'est vraiment intéressant, puis dis-moi, comment tu t'es retrouvée en politique, vraiment en tant que candidate? Comment c'est arrivé, ça? Écoute, moi, j'ai commencé à m'impliquer quand j'avais 18 ans en politique. Puis j'étais un petit peu comme tombée dedans par hasard. J'avais toujours été impliquée. Moi, j'étais la fille à l'école. Moi, je me présentais à la présidence de l'école secondaire. J'étais conseillère de classe. Oui, c'est comme ça qu'on appelait ça. Ouais, conseillère de classe. En secondaire 2, représentante de secondaire 4. Au cégep, même chose. Chaque élection, c'est ça. Ça a commencé en secondaire 1, puis voilà, on est rendu là. Et que c'est beaucoup d'années d'expérience dans mon CV là-dedans. Mais ouais, chaque élection scolaire, m'impliquer, c'était tout à fait normal, mais je le faisais pas dans une optique de « Oh mon Dieu, je me prépare ». C'est vraiment dans une optique de j'ai le goût de m'impliquer à l'école, j'aime ça, c'est comme ça que je m'épanouis, outre le génie en herbe puis les concours de dictée. Là, c'était pas mal ça. C'était l'asso étudiant, les concours de dictée, le génie en herbe, ça c'était moi au secondaire. Puis l'animation de camp pastoral aussi. Fait que j'étais toujours engagée, toujours en train d'être active sur ce dossier-là. Fait que je pense que c'est pas... c'est
les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils trouvent pas ça bizarre. T'es pas surpris? Là. Non, il n'y a pas de surprise, mais je me dirigeais pas nécessairement vers là, avant de commencer à m'impliquer, vraiment, à 18 ans, un petit peu par hasard, moi, c'est une maison qui connaissait une conseillère politique pour Mme Lynne Beauchamp, qui était députée de Bourassa-Sauvé. Tout est dans tout. Ouais. Fait députée libérale de Bourassa-Sauvé, puis, bon, à cette époque-là, on se rappelle, on se remet en 2008, bon, Bourassa-Sauvé, c'est Montréal-Nord, tu cherchais des jeunes qui viennent du coin, qui sont engagés, qui pouvaient te montrer, on est capable d'avoir une belle cohorte, une belle représentation de jeunes pour aller au congrès jeune du Parti libéral qui était à Sherbrooke cette année-là. Fait que moi, je suis allée avec 2 cousines, fait qu'on a pris un autobus jaune, on est devenus membres, on a passé la fin de semaine là-bas. Mes cousines, elles ont fait un congrès jeune. Moi, je suis juste jamais partie. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait qu'après ça, j'ai été conseillère jeune femme sur l'exécutif de Mme Beauchamp. J'ai continué à m'impliquer localement comme ça dans Bourassa-Sauvé. J'ai représenté les jeunes de Montréal-Nord à la commission jeunesse du parti. J'étais sur ce qu'on appelait à l'époque le conseil des représentants. Donc, j'ai de fil en aiguille, monté comme ça à l'intérieur des instances. Ensuite, je suis devenue vice-présidente puis présidente des Jeunes libéraux du Québec. Puis là, récemment, j'étais secrétaire au comité exécutif du parti. Fait que c'est quand même 14 ans d'implication. Évidemment, hormis les années où je n'étais pas ici, au Québec. Mais c'est des années d'implication. J'ai toujours été à l'intérieur des instances du Parti libéral. Fait que c'est pas surprenant que je décide de me lancer. C'est pas surprenant que je décide de me lancer dans Bourassa-Sauvé non plus. C'est même quand la députée sortante, Mme Repos-Robitaille, députée libérale, quand elle est arrivée, je suis aussi allée, c'est l'année où je revenais, là, moi, de Washington, on m'avait appelé, on me disait, t'es pour probablement donc se présenter, est-ce que tu peux lui parler de Montréal-Nord, lui parler de Bourassa-Sauvé? Fait que, t'es même de Washington, je donnais un petit coup de main dans la campagne précédente, alors que j'étais sur mon retour à Montréal. Donc, il n'y a pas tellement de surprises que je me retrouve ici. Puis même à Washington, j'étais tout le temps impliquée. En politique, on avait un institut de politique et de service public là, qu'on appelait, qui a été créé cette année-là, en 2015. Puis moi, je me disais, j'ai envie d'être là-dedans. Fait que là, j'étais sur l'espèce de CA étudiant inaugural à travailler avec des élus américains qui venaient un petit peu nous présenter, de tous les partis politiques là, qui venaient sur le campus parler de politique, parler de service public, puis de voir comment les jeunes, comment la relève peut jouer un rôle dans ces domaines-là. Fait que même de là-bas, j'étais impliquée, j'ai cofondé ce qu'on avait appelé GU Votes, avec Georgetown University Votes, pour que les étudiants sur le campus puissent s'inscrire pour voter, parce qu'aux États-Unis, il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Okay, c'est pas commun comme ici. C'est ça. C'est pas le même système, ce qui rend le vote beaucoup plus difficile. Ça, c'est pour un autre podcast. Puis avec une autre amie, on avait cofondé cette initiative-là pour que les jeunes puissent voter à partir du campus, parce que bien souvent, la plupart des étudiants à Georgetown ne viennent pas du district. Là. Ils sont souvent à l'extérieur de leur propre État. Donc, c'est plus difficile de procéder à l'inscription. Fait qu'on a créé cette initiative-là qui est pérenne, qui existe encore aujourd'hui, puis qui est institutionnalisée à l'intérieur de l'université, un petit peu sur leur portail Omnivox. Mm-hmm. Ils ont un endroit pour s'inscrire, pour voter. Pour que ce soit facilité pour chaque élection, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de leur État. Fait que ça, c'est parti de cette idée-là. Ça doit être quand même un élément de fierté pour toi. Pas mal, parce que c'est super concret. C'est super concret. Puis c'est pas grand-chose dans le sens où ça n'a pas requis énormément de fonds universitaires. Tant que ça a juste pris des étudiants qui se disent ça serait le fun, c'est aussi une problématique. On te parlait à celui qui était directeur de l'Institut de politique à l'époque, qui était l'ancien directeur de communication d'Hillary Clinton, fait que c'est Mo Elity, fait que c'est lui qui dirigeait l'Institut, fait qu'on allait lui parler, fait qu'après ça, il se disait, OK, présentez ça au... ça a pris du courage quand même, faire ça, right? J'imagine, je sais pas. Elle est quand même, tu me dis que c'est quand même une personne, justement, qui était très, très impliquée, très senior, là. Peut-être du courage, je sais pas. Puis avec tout ça, ton CV, il fait pas une page, là. Si tu arrives à faire ça dans 8,5 par 11, non, je pense pas. Hein? Écoute, je serais... je trouve ça tellement drôle, là, quand les gens disent ça, j'ai toujours été impliquée, là, fait que c'est sûr que, c'est beaucoup d'affaires, mais en même temps...
Je pense qu'il y a une cohérence dans mon parcours aussi. On regarde ça, oui, c'est multidisciplinaire. Je ne suis pas une avocate classique, je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été de toute façon. Même quand je suis entrée en droit, je me voyais pas nécessairement en politique là, avant d'intensifier mon implication, mais je me voyais soit en entreprise, dans le milieu de la culture, ou quoi que ce soit, mais je me suis jamais vue là, comme une avocate pure. Là. Fait que fait que c'est normal là, que en avançant, en évoluant, en étant impliquée, ça crée un parcours qui est intéressant, mais je pense qu'il est cohérent. Ben oui, absolument. Puis j'imagine que ça peut être compliqué de rejoindre l'équipe de Mme Anglade quand l'offre officielle est venue. C'était juste logique. Là. Ben, c'est un peu une offre officielle. En fait, moi, je suis passée à travers un processus d'investiture. Ouais, moi, j'ai remporté une investiture cet été. C'était une première pour le parti en général? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une investiture à la fin des années 80 sous Bourassa. Donc, c'était déjà passé. Mais pas dans le comté, pas dans Bourassa-Sauvé. C'était la première fois. Puis Mme Anglade, quand elle est arrivée, elle est devenue chef, c'était l'un de ses engagements d'avoir des investitures ouvertes dans quelques comtés pour cette élection-ci. Donc, ça a été le cas pour Bourassa-Sauvé quand Mme Robitaille a décidé de ne pas se représenter. Donc, moi, je me suis lancée à ce moment-là dans l'aventure, rencontrer les gens, aller sur le terrain. Fait que moi, depuis le 9 juillet, je suis sur le terrain, je rencontre le monde, puis ça a été une longue aventure là, quand même. Puis le 21 août dernier, il y a eu le vote des membres, puis j'ai gagné. Félicitations. Fait que là, je dois me remporter ma 2e élection cet été. Bon, t'as retravaillé beaucoup à travers l'été puis l'année en général. Puis ça, le but de ça, c'est d'avoir une meilleure représentativité de la population du comté, dans le fond. Ah oui, certainement, c'est sûr. Bon, on va parler de justement les convictions du parti un petit peu dans cette prochaine section qui arrive à nous introduire. Donc, t'as-tu mangé tes croûtes? Le monde reste sérieux, genre, quand tu regardes? Non. C'est dur quand même. Hein? On s'est vraiment amusé avec les jingles et les visuels. On a bien trippé avec cette nouvelle saison. Donc, as-tu mangé tes croûtes plutôt? C'est un petit peu le cœur du sujet ici. On veut savoir un petit peu, particulièrement avec le monde des affaires, surtout tu es bien positionné, s'il y a des choses que tu aimerais améliorer, que le Parti libéral aimerait améliorer, des choses qu'on fait bien peut-être aussi, qu'on devrait miser sur, mais surtout, je pense qu'il y a du changement qui vient avec un nouveau parti. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour changer, pour rendre ça mieux de faire des affaires au Québec? Mieux de faire des affaires au Québec. Là, tu as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait bien? Moi, je trouve que qu'est-ce qu'on fait bien ici, c'est vraiment notre culture entrepreneuriale. On a des entreprises qui sont innovantes, puis au Québec, on a cette capacité à faire beaucoup. Je ne pourrais pas dire avec peu de moyens, là, c'est pas nécessairement ça, mais d'être capable d'avoir beaucoup d'ambition dans nos entreprises. Puis ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a tendance à prendre en considération les externalités. Pardon, le micro, prendre en considération les externalités et se dire, OK, comment est-ce qu'on peut avoir des entreprises qui sont à la fois innovantes, à la fois environnementales, à la fois qui tiennent compte des critères de ESG, là, de façon générale, des mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Puis, on a tendance à appliquer ça, à briquer ça dans notre culture entrepreneuriale quand même de façon naturelle. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait bien, qu'on fait bien de façon générale. Puis, tu te demandes qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, à ce sens, puis qu'est-ce que nous, on propose dans ce sens-là. Puis, je pense que ça va dans cette mouvance aussi. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce serait intéressant que quand on a des appels d'offres publics, quand on octroie des subventions, que ces critères-là puissent être pris en considération. Qu'on puisse se dire, OK, quand l'État transige avec une entreprise, qu'elle puisse prendre ces considérations, que ça fasse partie de sa grille de pondération pour dire, OK, nous, on ne va pas juste y aller avec le plus bas soumissionnaire dans le cas d'un appel d'offres, puis qu'on va prendre ces critères-là en considération. Nous, quand on octroie des subventions, ça vient avec certains critères, qu'on ne peut pas juste dire, OK, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle va être capable de créer de l'emploi? Évidemment, c'est primordial. Puis je sais que pour Investissement Québec, quand elle fait sa grille d'analyse, la création d'emplois, là, c'est le poumon. C'est le critère numéro 1, puis on en a besoin. Mais quand on pense à notre système, à notre écosystème entrepreneurial, puis qu'on se dit, si on l'intègre
puis qu'on se dit, on regarde pas juste le système entrepreneurial en silo, d'un seul côté, mais qu'on le met à travers tous nos objectifs de carboneutralité, nos objectifs de diversité, nos objectifs sur le long terme, sur tous les plans, comment est-ce que nos entreprises sont des partenaires dans ce sens-là? Fait que nous, c'est vraiment les positions qui nous permettraient d'encore plus innover puis d'encore plus être compétitifs. Puis c'est ça qui est le fun, on parle de cette intégration-là, puis à quel point, au Québec, on a on a déjà ce edge-là, cet apport-là, ça nous nuit pas. On n'est pas en train de se dire « là, on respecte X, Y, Z. » Non, ça nous nuit pas. Nos entreprises sont quand même innovantes. Elles sont quand même rayonnantes sur le plan international. Puis même quand on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est ça aussi. Quand je regarde des licornes qu'on a, des entreprises qu'on a qui se taillent une place à l'international, on a besoin d'en avoir encore plus. Puis c'est ça qui est le fun avec notre génération. Quand on pense à notre relève entrepreneuriale, on n'a pas de barrière, on n'est pas en train de se dire faudrait pas exporter à X, Y, Z endroit, ou faudrait pas, ou on n'est pas capable d'aller rejoindre tel marché. Non, je pense que naturellement, la relève des 18-34 ans, je sais pas comment vous définissez relève entrepreneuriale, là, mais pas mal dans ce range. Pas mal dans ce range-là. Les 18-34 ans, nous, on se dit, c'est naturel d'aller explorer ailleurs. Puis je pense qu'on a cette capacité-là. Fait que moi, je dirais d'encore plus soutenir nos entreprises à rayonner. Absolument. Je mettrais peut-être un astérix sur la relève. Je pense aussi c'est une façon dont on le voit aussi. Il y a le 18-34 ans qui peut être une façon de le voir, mais on le voit aussi comme les jeunes pousses en général, la jeune existence des entreprises. Okay, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont partir des entreprises plus vieux, qui autant qu'on peut faire un changement de carrière, retourner à l'école. On peut aussi décider à 45 ans de partir une entreprise, puis je pense que ça devient de plus en plus la norme complètement. De le faire. Puis justement, pour encourager l'économie, est-ce que selon le Parti libéral, ça serait de rajouter plus de taxes? On s'entend qu'on est aussi dans une situation économique précaire. Est-ce que ça passerait par plus de taxes ou moins de taxes? Selon nous, dans le contexte économique actuel, ça passe par moins de taxes. Ça passe par la réduction du fardeau fiscal des entreprises, puis surtout du fardeau administratif des entreprises. Ceci dit, je pense pas qu'on peut se dire, OK, nous, que nos entreprises ne peuvent pas contribuer à notre écosystème fiscal. C'est important, puis même pour nous, tu parles de nos jeunes pousses, nos entreprises qui sont en démarrage, évidemment, ça passe par une certaine participation, mais on a besoin de pouvoir réduire le fardeau fiscal des entreprises pour qu'elles puissent continuer à être plus compétitives. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là. C'est d'être un peu là, à l'intérieur de tout ça, puis de se dire, OK, il est où l'équilibre? C'est comment est-ce que on donne un petit souffle à nos entreprises dans le contexte actuel? On sait, on a le Québec, c'est des PME. Puis nos jeunes pousses, les startups, si tu rentres à l'intérieur de ça, c'est souvent des très petites entreprises qui voient très loin, qui n'ont pas besoin... C'est pas des entreprises manufacturières. Elles n'ont pas besoin d'avoir une grosse masse salariale pour être capables de prospérer, mais donc n'en demeure pas moins que ce sont des très petites entreprises. Fait que comment est-ce qu'on s'assure qu'on puisse leur donner un petit peu d'oxygène pour qu'elles soient compétitives, tout en conservant cet équilibre-là? Et par rapport aux recettes fiscales qui vont changer naturellement, avec comment vous compensez pour pas qu'il y ait un manquement d'argent dans les coffres du gouvernement? C'est une bonne question. Puis là, je reviens aussi au niveau des très petites entreprises. En termes de mesures, c'est super concrète. Quand on dit donner de l'oxygène, la déduction pour petites entreprises aussi, s'assurer qu'on puisse l'élargir aux très petites entreprises, ça, c'est un moyen concret là, d'être capable de leur donner de l'oxygène. Maintenant, tu dis, donc, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir assez de coffres dans l'État? Quand on dit réduction de taxes, on dit réduction de revenus fiscal. Comment ne pas impacter, par exemple, les services qui auront moins de financement provenant des recettes fiscales, où l'argent s'en va, dans le fond. C'est une bonne question. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est une question d'équilibre. C'est de se dire, OK, nous, par exemple, si je donne la décision aux petites entreprises, si on dit on élargit aux très petites entreprises, si on donne de l'oxygène à ces entreprises-là qui ont besoin de cette réduction-là pour être capables d'être plus compétitives, mais ça ne veut pas dire ça serait qu'elles ne contribuent pas à l'économie québécoise. C'est pour ça que je parlais de cet équilibre, puis s'assurer qu'on puisse le maintenir justement pour qu'est-ce que tu viens de dire. On a besoin de nos entreprises pour qu'elles puissent, fiscalement, là, pour qu'elles puissent contribuer à notre économie. On a besoin que tout le monde fasse sa part. À l'époque, M. Bachand parlait de la juste part. Je pense que c'est d'aller chercher
c'est d'aller chercher cette contribution-là dans ces eaux-là. Oui, exact, c'est un bon point. Puis peut-être aussi la productivité de ces entreprises qui augmente, donc naturellement, c'est ça. Une augmentation de taxes, ça peut être une façon de le voir absolument. Oui, puis aussi, tu parles de la productivité, l'innovation. Si on soutient... si on soutient l'innovation, si on est capable de dire, OK, nous, là, quand on parlait des différents critères, les critères ESG, oui, cette intégration-là, c'est super important, mais s'assurer de dire, OK, comment est-ce qu'on permet à nos entreprises d'être encore plus innovantes? Comment est-ce que quand on subventionne l'innovation, on sait que ça va rapporter à nos coffres? Ça, c'est voir sur le long terme aussi. C'est de dire, OK, comment est-ce qu'on regarde des investissements. En fait, c'est comment est-ce qu'on perçoit les subventions qu'on octroie comme des investissements en se disant, ça va rapporter à notre économie à court terme, à moyen terme, puis à long terme, puis on va tous en bénéficier. Puis on va être capable d'élargir notre assiette fiscale comme ça aussi. Donc, à la place de regarder juste, ça va coûter le moins cher, plus regarder une vision globale, puis... Ben oui, tu sais, tantôt, moi, je parlais de ne pas agir en silo, puis moi, personnellement, je trouve ça super important, mais je pense que la manière dont on a élaboré notre plateforme aussi, c'est de cette manière-là, de dire, OK, nous, on regarde les choses de façon globale. Comment est-ce qu'on fait cette intégration-là? Parce qu'on sait que ça va avoir des retombées. Comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir soutenir nos entreprises pour que okay, ça va avoir des retombées? Puis, je pense à notre position sur le Fonds des générations dans cette perspective-là, de dire, nous, par exemple, on ne veut pas toucher au Fonds des générations pour subventionner des promesses électorales, des engagements électoraux. On se dit, ça n'a pas de bon sens. C'est une mesure d'équité intergénérationnelle de dire, si on a un fonds comme celui-là où les différentes redevances vont à l'intérieur de ce fonds-là puis que ça rapporte plus que le coût d'un nouvel endettement, bien, ça n'a pas d'allure qu'on ait pigé dans le Fonds des générations pour être capable de financer des promesses à court terme. Puis je pense que quand on pense à nos politiques publiques dans une perspective d'équité intergénérationnelle, bien, c'est ça aussi, c'est de le voir au niveau de nos investissements, mais c'est de le voir aussi au niveau du financement de nos engagements, de dire, OK, quand on a un cadre budgétaire qui est responsable, quand on veut soutenir cette innovation-là, bien, on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. On ne peut pas se dire, OK, bon, on va donner un souffle à nos entreprises, puis on va avoir une réduction de taxes, mais on va le faire d'une manière qui coûte plus cher aux futures générations en allant chercher cet argent-là dans le fond. Nous, on se dit non. On sait que, oui, on a un retour à l'équilibre budgétaire qui est un peu plus sur le long terme, mais c'est parce qu'on sait que, le coût de cette dette-là, il n'est pas très élevé comparativement aux bénéfices de pouvoir continuer à réinvestir dans le Fonds des générations jusqu'à ce qu'on ait atteint le ratio dette-PIB comparable à la moyenne canadienne. Puis concrètement, tu parles de réinvestir. Est-ce que vous parlez aussi de cet argent-là, l'utiliser pour le faire croître? Je pense par exemple au Parti conservateur qui, eux, proposent de l'investir un peu de la même façon que la Caisse de dépôt et placement le fait. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait envisageable? Qu'est-ce que tu veux dire, le faire croître? Ils veulent l'investir en bourse, aller l'investir un peu... OK. Mais nous, la Caisse à la pleine expertise, le Fonds des générations est là depuis 2005. Si on parle précisément de ça, c'est depuis 2005-2006. La Caisse à l'expertise pour être capable de le faire. Puis, dans les 14... si on pense aux 14 dernières années sur 15, si j'ai bien mes chiffres en tête, on en a toujours eu pour notre argent. On a toujours eu pour notre argent. Fait que je pense pas que c'est de se dire, OK, bien, il faut qu'on change notre manière d'investir. Dans le fond, je pense pas que ce soit ça l'enjeu. Je pense que c'est vraiment se dire, OK, l'outil fonctionne bien. Puis l'outil, son utilité, c'est d'être capable de réduire la dette québécoise pour s'assurer de ne pas laisser ce fardeau-là aux prochaines générations. Donc, sachant ça, nous dit cette utilité-là, ben, d'une part, elle nous est utile parce que c'est un bon signe au marché financier qu'on donne, de dire, OK, ben, nous, on est responsable, on a un plan de réduction de notre dette. On a aussi, quand on dit, bon, son objectif, c'est la réduction de la dette, mais c'est aussi pour qu'il puisse, pour que le ratio dette-PIB soit comparable à la moyenne canadienne. Si je me souviens bien, je pense que la moyenne canadienne d'à peu près 32 %. Là, à la fin de notre cadre financier, on arrive à quelque chose comme 36 % de mémoire. Donc, on n'en est pas là encore. Fait que je pense pas qu'il faut être capable d'utiliser cet outil-là puis de le détourner de sa fonction principale, d'une part parce que, bon, ça enverrait le mauvais signal au marché financier, d'autre part parce que c'est nous, c'est notre génération, c'est nos générations qui en paieraient le prix. Fait qu'on se dit, on est mieux littéralement, on est mieux de faire des déficits qui nous coûtent moins cher que de réduire les investissements qu'on fait pour réduire notre dette à long terme.
ce qui va nous coûter beaucoup plus cher, surtout à notre génération. Sans aller nécessairement vers des politiques d'austérité, comme il avait été... Non, mais c'est ça. à l'époque. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que on pense que la façon la plus responsable de le faire, c'est de dire, OK, on est capable d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire qui est un petit peu plus tard parce qu'on on investit dans les services, parce qu'on se dit, OK, on sait quels sont les besoins en matière de santé, on sait quels sont les besoins en matière santé mentale, on sait quels sont les besoins en matière d'éducation. Donc, on n'est pas dans une perspective de dire, OK, il faut absolument couper pour revenir à ça. C'est pas dans le contexte actuel. Je pense que chaque cycle, pas cycle électoral, mais chaque cycle gouvernemental a ses réalités, a ses propres réalités économiques. Puis, dans la réalité économique dans laquelle on est en ce moment, avec l'augmentation du coût de la vie, avec le sortir de la pandémie, puis avec l'imprévisibilité qui existe autant pour les citoyens que pour les entreprises, c'est pas, ça ne semble pas être le moment d'appliquer des politiques comme celle-ci aujourd'hui. On sait quels sont les besoins, puis sachant que ça ne coûte pas cher, on est capable de jouer avec ça, puis d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire qui nous semble raisonnable pour l'ensemble des citoyens. Entre culture et économie, quel choix vous priorisez? Moi, je pense que l'économie, ça fait partie de notre culture. Okay. Puis j'ai mentionné, puis je le répète, le fait qu'on soit aussi, aussi prompt à tout intégrer dans notre façon de faire des affaires au Québec, je pense que ça nous positionne comme des leaders. Fait que moi, j'ai pas tendance à opposer les deux. Puis même, quand tu dis entre culture et économie, je pense qu'il y a toutes sortes de manières de l'interpréter, là, mais moi, ce que ça résonne aussi, c'est nos entreprises du secteur culturel qu'on a ici, au Québec. Puis on le sait aussi qu'on est quand même des premières classes. Dans ce niveau-là, on est capable d'attirer des investissements internationaux ici dans ce domaine. On a des entreprises dont le talent est prisé dans le domaine cinématographique, dans le domaine de la post-prod en particulier. Puis on le fait... c'est des talents d'ici qui sont mis en valeur, mais c'est des talents d'ici qui rayonnent à notre manière. Fait que, entre culture et économie, moi, je pense pas que... Mais dans un exemple concret, peut-être, la loi 96 proposée par le gouvernement Legault pour renforcer la protection du français, naturellement, pas naturellement, mais en fait, il y a possibilité d'avoir des gains au niveau de la culture, mais aussi potentiellement des pertes au niveau de l'économie. Plus on rend difficile certaines interactions économiques, plus ça peut avoir un impact sur l'économie. Est-ce que vous feriez dans cette situation-là plus un choix vers la culture, comme le gouvernement en place semble vraiment le faire, ou plus vers l'économie? C'est sûr que nous, on est critique de la loi 96 puis on a voté contre. Parce qu'il y a énormément de mesures qui nous semblent rater la cible. Je pense pas que c'est une question de se dire... c'est pas une question... En fait, c'est parce que nous, on pense que la loi 96 n'atteint pas le résultat de véritablement protéger le français puis de véritablement protéger la culture. Fait que cet outil-là, là, en particulier, là, si on y va avec cet exemple concret, autant il crée un certain fardeau pour nos entreprises, autant il n'y arrive pas en contrepartie à véritablement atteindre le but puis à protéger la langue. Donc, déjà là, quand on parle d'opposition, et puis quand je dis, je pense pas qu'on ait besoin d'opposer les deux dans les autres exemples que j'ai donnés, même dans celui-ci, on les oppose, le gouvernement actuel les oppose, mais j'ai pas l'impression qu'on est véritablement en train d'agir pour notre culture avec le projet de loi 96. Sur certains de ces éléments-là, nous, on trouve que ça va trop loin. Puis puis on le sait, les chambres de commerce aussi se sont positionnées de manière analogue, en disant ça va avoir un certain impact sur nos entreprises. Fait que, moi, sur cet enjeu-là, sans répondre à cette question précise, c'est se dire, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on atteint un équilibre? Oui, nous, on a fait 27 propositions en matière de protection du français. C'est normal qu'on soit capable de dire comment est-ce qu'on est capable de protéger notre langue, comment est-ce qu'on soit capable, par exemple, d'avoir de la francisation en milieu de travail, comment est-ce qu'on soit capable
Je donne l'exemple de francisation parce que, bon, on a beaucoup parlé de ça pendant la campagne électorale aussi. Fait que c'est dire, comment est-ce que quand on a de l'immigration non francophone qui arrive ici, qu'on ait des bons programmes de francisation puis que nos entreprises, elles fassent partir de ça puis que notre économie soit au profit de notre culture sous cet angle-là. Fait que, encore une fois, moi, je pense que c'est la manière la plus riche puis la plus positive puis la plus pragmatique aussi. Autant en relation avec nos besoins en matière de pénurie de main-d'œuvre qu'en matière de politique d'intégration puis d'immigration, puis de dire, OK, quand nous, c'est notre façon de voir les choses, voici comment on se positionne. On n'est pas en train de se dire, OK, c'est culture ou économie, de la même manière que c'est pas environnement ou économie, là, comme on voyait avant. C'est de dire, comment est-ce qu'on arrime les deux? Comment est-ce qu'on se dit, d'une part, qu'on soit capable de positionner des entreprises qui, où le milieu de travail se passe en français, puis où on est capable d'avoir des milieux de travail, c'est francophones qui rayonnent. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir de la francisation au milieu de travail? Comment est-ce qu'on est capable de vraiment faire cet arrimage-là? Donc, concrètement, ce serait pas nécessairement de passer par la coercition, mais plus par l'encouragement de milieux francophones de travail, par exemple? Oui, c'est ça. Nous, je parle littéralement de francisation. Nous, on se dit, les entreprises, on a entendu parler un petit peu dans les médias dans les dernières semaines. C'est l'entreprise Peerless qui, elle, offrait des programmes de francisation au milieu de travail, puis que du jour au lendemain, pour des raisons administratives, ça a arrêté. Pour nous, c'est inacceptable. Fait que nous, ça passe par la bonification de la francisation, incluant la francisation au milieu de travail. Comment on les encourage, par exemple, à rester? Ce serait des réductions... à rester. À conserver ces programmes-là. Comment on les encourage? C'est vraiment financé avec des fonds publics. Là. OK, c'est vraiment financé avec des fonds publics, ce type de programme-là, puis s'assurer que avoir les fonds nécessaires pour encourager, là, mais épauler les entreprises, c'est dans la prise en charge de ce type de programme-là. On sait que c'est quand même un certain effort de la part des entreprises de dire, OK, vous élaborez des programmes comme ceux-là. Ça veut dire que non seulement, si vous mettez l'épaule à la roue, ça veut dire que vous avez besoin d'une certaine rétention du personnel. C'est que si on soutient les entreprises avec des programmes de rétention du personnel comme ceux-là, je pense que c'est la manière de pouvoir leur dire, OK, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir. Ouais, pour le retour éventuel. C'est ça. Exact. Et voilà. C'est d'avoir un certain retour sur cet investissement-là, de dire, OK, oui, nous, on a une certaine pénurie de main-d'œuvre, on va chercher du personnel d'ailleurs. Si on a des problèmes de francisation chez nous puis qu'on fait cet investissement-là, ce monde-là, ils vont rester dans nos entreprises. Puis ils vont être capables d'être plus productifs à long terme. Puis ça va être capable ça va être en mesure de régler une des problématiques que vivent nos entreprises. Donc, concrètement, il n'y aurait pas de loi 96 sur votre mandat. Est-ce qu'il y aurait une loi pour la protection du français? Est-ce qu'il y aurait une action par la législation pour freiner le recul du français? Quand on dit, nous, on a fait 27 propositions en matière de protection de la langue dans le cours de notre dernier mandat. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on est capable de soutenir nos entreprises, nos entreprises puis nos milieux de vie pour qu'on ait une meilleure francisation? Fait que, je l'ai dit, c'est d'abord, évidemment, c'est passer par la bonification. Ça veut aussi dire, quand on pense à nos politiques d'immigration, c'est penser à la régionalisation de l'immigration, puis d'être capable de dire, ces programmes de francisation-là, c'est pas juste dans les entreprises à Montréal, mais c'est aussi dans nos régions du Québec. C'est de moduler selon les besoins, puis selon chacune des régions, la manière de franciser les nouveaux arrivants, les nouveaux Québécois issus de l'immigration. Puis, essentiellement, travailler sous ce angle-là. Intéressant. Puis, sinon, par rapport à la pandémie, est-ce que vous auriez géré différemment la pandémie que le gouvernement a dû faire pendant les 2 dernières années? Qu'est-ce que vous avez fait différemment? Oui. Deux choses. La première chose qu'on aurait pu faire différemment, on l'a vu, le niveau d'endettement des entreprises a énormément augmenté dans les 2 dernières années. Selon une étude, pour une petite ou moyenne entreprise, c'est 100 000 $ d'endettement de plus par entreprise. C'est ceux qui ont survécu. Il y en a beaucoup qui sont mortes aussi. C'est ça. Il y en a beaucoup qui sont mortes, mais sur celles qui ont survécu, on a vu le niveau d'endettement. Puis ce que le gouvernement Legault a appliqué comme mesure, ça a été de passer par des programmes de prêts. Puis nous, on se dit, on aurait pu agir différemment
avec des subventions plutôt que des prêts. Parce qu'on sait, pour les entreprises qui ont survécu puis qui sont là, cet alourdissement-là, ça les rend pas compétitifs. On sait qu'ils vont être, même si les taux d'intérêt sont bas, ben il y a quand même... Il faut rembourser l'argent. Ben, c'est ça. Il faut rembourser l'argent à un moment donné. Fait que on n'aurait peut-être pas procédé de cette façon-là. Puis on l'a vu dans les autres juridictions où les mesures qui ont été employées étaient différentes. Les entreprises se sont sorties un peu plus rapidement de ce marasme-là. Donc, nous, ça, c'est l'un des aspects où on se dit on aurait pu agir différemment. On pense... bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Penser à la santé mentale. La santé mentale des entrepreneurs. C'est ça, notre chef, elle en a mentionné, elle en a parlé dans le dernier débat. Elle disait, au début de la pandémie, dans une entrevue avec Mario Dumont, il lui avait demandé ce sera quoi l'angle mort de cette pandémie-là. Puis elle avait dit la santé mentale, l'isolement, puis je pense que c'est Nostradamus. Je pense que le temps lui a donné raison. Puis nous, je pense que d'une part, d'être capable de penser à ça et d'offrir ce soutien-là, je pense c'est quelque chose qu'on aurait pu faire différemment. Je pense aussi, puis d'ailleurs, dans notre plateforme, puis on l'a dévoilé un peu plus tôt cette semaine, là, on offre un programme public de psychothérapie, puis évidemment, ça, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aux entrepreneurs, là, précisément. Donc, ça, c'est l'un des aspects qui n'aurait pas été un angle mort. On sait aussi que dans la pandémie, il y a beaucoup d'imprévisibilité pour les entrepreneurs. Souvent, dans la manière... Puis, oui, évidemment, c'était nécessaire qu'on puisse passer à travers la crise sanitaire de cette manière-là. On s'entend là-dessus. Au niveau des mesures, oui, exactement. Il n'y aurait pas grand-chose de plus qu'on aurait pu faire, nécessairement. Non, au niveau des mesures, au niveau des mesures sanitaires, puis de s'assurer que tout le monde contribue, fasse sa part, que les entreprises ferment jusqu'à un certain point là, pour être capable de contrer, de freiner les risques, exactement, les risques épidémiologiques, la pandémie. Je pense que ça, c'était nécessaire. Pour on a été solidaires du gouvernement sous cet aspect-là parce qu'on s'est dit, non, on respecte la science, on est responsable. C'est sûr qu'il nous faut ces mesures-là. Ceci dit, au niveau de l'imprévisibilité, souvent, la manière dont c'était annoncé par le gouvernement Legault, je veux dire, un jour, hop, on ferme, hop, on réouvre, hop, on ferme. Je pense que pour les entreprises, si on pense à comment on aurait pu gérer différemment, être capable de jongler avec cette imprévisibilité-là, ça aurait été une autre mesure. Puis après ça, est-ce que vous l'auriez fait démocratiquement aussi? Est-ce que vous auriez aimé que les décisions pendant la crise sanitaire soient votées plus que... c'est sûr, on le sait que, oui, bon, on comprend au début, bon, la loi sur les mesures sanitaires, la loi sur l'urgence sanitaire, permettait au gouvernement de gouverner par décret. Puis ça, c'est normal, la mesure, je pense, genre l'article 21, là, citez-moi pas là-dessus, là, mais je l'avais lu. Fait que je pense que c'était normal en 2020 que ce type de décision-là soit prise parce qu'on était dans une situation d'urgence. Mais on n'a pas été dans une situation d'urgence d'urgence d'une telle ampleur pendant aussi longtemps où le premier ministre a utilisé ces mesures de décret-là. Je pense qu'on aurait été capable de démocratiser ces mesures-là, d'être capable de les voter. On avait le temps. On avait la capacité de le faire à un certain moment donné dans le parcours. Fait que ça, je pense que oui, merci en fait de proposer cet élément-là parce que oui, ça aurait été une manière dont on aurait gouverné différemment. Puis un autre élément, je reviens au soutien aux entreprises, puis dire comment est-ce qu'on peut compenser ces entreprises-là. C'est une chose de dire, oui, évidemment, il fait que les entreprises ferment, mais il y a quand même une espèce de contrat social là-dedans. C'était pas de la faute des entreprises, c'était pas de la faute des entrepreneurs. Donc là, le contrat, il change, la game, elle change, mais il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas eu de compensation, il n'y a pas eu de décision de se dire, OK, elles ont, nos entreprises, c'est notre système entrepreneurial, on a pris beaucoup sur ses épaules, comment est-ce qu'on compense? C'est pas, faites pas passer par l'endettement, comme j'ai dit, mais aussi de dire comment est-ce qu'on est capable de mieux les compenser. Puis, clairement, selon vous, c'est ça, ces gens-là ont un petit peu abandonné, les fondateurs d'entreprises, ils n'ont pas eu assez de support à ce niveau-là pendant la Certainement pas eu assez de soutien.
Ouais, Certainement pas eu assez de soutien. Ça a été le soutien. Puis ça veut aussi dire d'autres dépenses, mais encore là, ça s'inscrit dans la stratégie à long terme C'est ça. de garder. Super. J'aurais des questions en rafale OK. pour toi. Donc, si tu peux garder les réponses très courtes, OK, on veut juste OK. savoir une mesure par rapport à chaque question. OK. Donc, est-ce que tu peux me donner déjà une mesure pour l'économie circulaire? Ben ça, je l'ai déjà dit. Donc, les appels d'offres puis les subventions qui considèrent les différents critères de dit ESG, là, c'est quand j'utilise le terme ESG, là, c'est, j'englobe, là, fait qu'environnemental, social, gouvernance, c'est que, quand on pense économie circulaire, je pense que c'est ça. Fait que ça, c'est une des mesures qu'on a dans notre plateforme. Ce serait un système concrètement de pondération. Chaque item aurait une certaine valeur, puis s'additionnerait pour faire... Ben, c'est sûr que oui, ce serait dans un contexte de grille, là, nous assurer de dire, OK, ben, comment est-ce que l'entreprise respecte chacun de ces critères-là. Évidemment, chaque mesure est toujours prise en élaboration avec le milieu, là, fait qu'avec le milieu des affaires, de voir comment est-ce qu'on est capable d'élaborer une mesure comme celle-ci pour qu'elle ne pénalise pas nos entreprises, là. Ça c'est certain. C'est ça, justement, parce que est-ce que ça n'a pas le risque aussi de rajouter un peu de bureaucratie? Non, je pense pas. Non, ça, je pense pas. Parce que je pense que c'est innovant, mais on est clair. C'est-à-dire que Québec ne serait pas la première juridiction à faire ça. Je pense pas que ce soit un élément de bureaucratie de plus, parce que de toute manière, mettons, si on pense précisément aux appels d'offres, dans le processus que doit compléter l'entreprise, il y a déjà énormément d'items. Donc, de dire que ce serait plus de bureaucratie, là, je pense pas. C'est juste de dire, est-ce que vous respectez ou pas ces critères-là? C'est juste, par rapport à la réalité qui existe dans l'entreprise. C'est sûr que ce serait par rapport à des engagements de le faire d'ici une certaine échéance. Je pense que ça pourrait aussi être ça, là, comme avec nos cibles de carboneutralité. Fait que, ouais, je pense que ça pourrait se décliner de différentes manières. Justement, une mesure pour réduire la pollution sans faire payer le contribuable. As-tu entendu parler de notre projet éco? Non, c'est le moment. Ouais. Nous, ce qu'on dit, littéralement, je pense que c'est en parfaite cohérence avec tout ce que j'explique depuis le début, qui est de penser sur du long terme, de voir comment est-ce qu'une entreprise peut être encore plus compétitive, puis comment est-ce qu'au Québec, comme société, on peut être encore plus compétitif, puis innovant. Puis le projet éco, c'est ça, c'est de dire, OK, nous, on arrive écologie puis économie. On a envie de créer de la croissance, puis d'investir autant, oui, des fonds publics, mais aussi des fonds privés, le travail avec nos entreprises, de dire, OK, comment est-ce qu'on crée de la croissance, puis qu'on travaille au développement de la filière de l'hydrogène vert. Pourquoi? Parce que, ce serait créé de façon, avec des ressources renouvelables, avec l'eau, avec l'hydroélectricité, principalement. Puis de développer notre hydrogène vert, puis de répondre à la demande mondiale. On sait, d'ici 2050, je pense que la demande pour l'hydrogène vert, ça va être à peu près 24 % dans le monde. Puis en ce moment, c'est pas mal la France, l'Allemagne qui travaillent là-dessus. Au Québec, on l'a fait avec l'hydroélectricité des années 70. On a cette capacité-là. On a l'habitude de travailler avec nos ressources renouvelables, puis de générer de l'innovation, de générer de la croissance, mais aussi d'être vert, d'être éco-responsable dans notre façon de faire les choses. Fait que je pense qu'on est capable de prendre le taureau par les cornes puis de dire, OK, on pense sur le long terme, on veut répondre à cette demande-là, parce que si nous, on n'est pas dans cette course, c'est sûr qu'il y a d'autres juridictions qui vont l'être. Fait qu'on n'a pas le luxe d'attendre. Non seulement, je le martèle, nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050, ils sont là. Comment est-ce qu'on est capable de le faire? Puis on sait que l'électrification, oui, ça fonctionne pour le transport léger, mais ça ne fonctionne pas pour le transport lourd. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de dire, OK, pour nos autres formes de transport lourd, comment est-ce qu'on est capable de les rendre carboneutres, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on n'est pas capable de passer par de l'électrification, c'est quoi la solution? Fait que c'est dans ce sens-là qu'on se dit, l'hydrogène vert, c'est complémentaire à l'électrification des transports. Puis ça nous positionne vraiment. Ça positionne vraiment le Québec. Fait que quand on pense à générer de la croissance, à générer de l'emploi, être capable d'investir en recherche et développement dans un domaine, puis de voir sur du long terme, tout en alliant nos objectifs environnementaux, ça, c'est le parfait projet, là. Donc, un parti libéral investirait dans l'hydrogène ouais. À travers les compagnies ou à travers le développement lui-même, comme les barrages électriques? Est-ce que ce serait quoi les mesures un petit peu plus précisément qui seraient faites pour encourager l'hydrogène? Nous, on créerait une société d'État public.
pour l'hydrogène vert. Fait que ça, c'est sûr que c'est de la manière dont on le voit, se dire, OK, bon, on a cette ressource-là qu'on serait capable de développer. Fait que comment est-ce qu'on s'assurait là, de pouvoir mieux la gérer là, pour que les retombées soient bénéfiques pour l'ensemble des Québécois. Fait que ça, c'est une des mesures. Mais c'est sûr que, nous, quand on parle d'investissement en hydrogène vert, bien, oui, on mettrait des fonds publics, mais comme j'ai mentionné, je veux m'assurer que en fait, les entreprises là, contribueraient là, également là, à ces investissements-là. Intéressant. Et finalement, une mesure pour plus d'autonomie par rapport au fédéral, si c'est quelque chose que vous aimeriez. Je pense pas que c'est une question d'autonomie par rapport au fédéral. Je pense que, quand je pense aux entreprises et à leurs besoins, nous, de la manière dont on le verrait, là, ce serait plus de complémentarité par rapport au fédéral. Fait qu'on le sait, on a des programmes d'aide qui existent au fédéral pour nos entreprises, on a des programmes d'aide qui existent au provincial. Il faudrait, je pense que comment est-ce que je verrais qu'il faudrait améliorer les choses, c'est d'avoir un meilleur arrimage entre ces programmes-là. Parfois, il peut y avoir des dédoublements, c'est pas nécessairement efficace pour le monde, pour la population, mais en même temps, parfois, s'il peut y avoir des gaps, il peut y avoir des trous. Fait que, comment est-ce qu'on s'assure qu'une entreprise, une jeune pousse qui est innovante, qui existe, qui a un projet, qui se dit, OK, bien, il y a des programmes qui existent dans le secteur privé, mais aussi des programmes qui existent dans le secteur public pour être capable de générer de la croissance ici, qu'elle puisse regarder les différentes offres de services et dire, OK, l'offre que Québec me donne puis l'offre que Ottawa me donne, bien, c'est complémentaire, puis je me retrouve pas entre deux chaises. Fait que moi, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça que je répondrais à cette question-là plutôt que... Je pense que c'est ça qui est plus dans l'intérêt aussi des entrepreneurs, puis de la relève entrepreneuriale, de dire on a des programmes qui sont complémentaires, plutôt que de se dire OK, on a une certaine autonomie là, par rapport à Ottawa. Merci pour tes réponses à nos questions en rafale. On passe à la prochaine section. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. J'adore. Donc, du pain sur la planche. J'adore. Moi, je suis fan. Moi, je les découvre. Mais c'est toujours ensemble. Surprenant. Ouais. Je pense que c'est un peu l'effet qu'on voulait en même temps, je pense. Mais déjà, c'est ça, le pain là sur la planche, ça dit, il y a du travail qui s'en vient. Ouais. Je pense que pour un parti politique, justement, ça serait les 4 premières années, les 4 années d'un mandat, justement. Ouais. C'est quoi les tendances que vous percevez qui vont devoir être couvertes là, dès que vous allez commencer un mandat? Les tendances. Est-ce que ça serait, par exemple, l'environnement est un sujet important? Est-ce que ça serait une des premières prises d'action que vous feriez en débutant un mandat? Puisque le sens la base au sujet de l'environnement, oui, là, c'est certainement, puis oui, je martèle ces objectifs-là parce que, bon, c'est nos objectifs environnementaux, c'est primordial qu'on puisse prendre cet élément-là en compte. Puis nous, sous un gouvernement libéral, la première ministre deviendrait aussi responsable de la lutte contre les changements climatiques. On le sait, le premier ministre au Québec, je pense que ça a été instauré là, depuis Robert Bourassa, citez-moi pas là-dessus, mais il est aussi responsable, c'est le ministre responsable de la jeunesse, des dossiers jeunesse. Puis, donc, de la même manière que cette décision-là, elle a été prise et a été maintenue comme tradition, gouvernement après gouvernement, de se dire, OK, ben nous, on voit la jeunesse de façon transversale à travers nos différents programmes, puis nos différents ministères, ben ce serait un petit peu la même chose en positionnant la première ministre en devenant également la ministre responsable de la lutte au changement climatique, puis ce serait aussi de se dire, OK, comment est-ce qu'on est toujours en train de penser à l'environnement, comme on est toujours en train de penser à la lutte au changement climatique à travers l'ensemble de nos ministères, à travers le ministère de l'Économie, à travers l'ensemble des différents organismes également pour que ça puisse partir du haut puis descendre vers le bas dans cette perspective-là. Fait que, moi aussi, si on est sur ce sujet-là, là, comme tendance, puis de voir comment est-ce que nous, on gérerait les choses. Je pense que oui, cette gouvernance environnementale-là, ça en fait partie. Est-ce que le titre donnerait plus de pouvoir ou ça serait principalement plus symbolique de rajouter ce titre-là au titre? C'est vraiment une question de gouvernance. Je parle de gouvernance environnementale. Je pense que c'est vraiment une question de gouvernance. Fait que c'est ni plus de pouvoir ou plus
ou plus symbolique, là. Je pense pas que c'est comme ça que ça s'articule. Je pense que c'est vraiment de se dire, quand on prend les décisions, elles sont transversales par rapport au sujet de l'environnement. Fait que, sinon, après ça, on pourrait dire, le premier ministre, c'est le dernier mot. Là, je comprends un petit peu qu'est-ce que tu veux dire par plus de pouvoir. Je pense que oui, ça voudrait dire naturellement là, que si c'est le ministre responsable de l'environnement, que s'il y a une décision qui est prise dans ce sens-là, on trancherait avec cet idéal-là en tête. Là. Mais c'est vraiment, à notre sens, ça s'articule vraiment autour de l'idée de dire quand on pense notre décisionnel, c'est pas une idée d'arrière-ban, là. C'est pas, excusez-moi, c'est un afterthought. Là. C'est pas dire, OK, voilà, si on a pensé telle mesure de politique publique, en passant, il y a l'environnement. Parce qu'à ce moment-là, ça tombe un petit peu en deux chaises. C'est pas articulé de façon systémique. Donc, c'est sûr que ça prend pas la même ampleur. Fait que c'est vraiment une question de gouvernance, de dire, une fois que tu dis que le décisionnel, il passe sous cet angle-là, on perd pas ces objectifs-là de vue. Entre une décision qui bénéficierait à l'économie du Québec au détriment de l'environnement, quelle décision vous prendriez en priorité? Hey là! J'ai le droit de dire j'aime pas la question. T'as le droit. Elle est tough. Mais, parce qu'encore une fois, nous, on se dit tellement, non, on veut... c'est pas juste qu'on veut, on se dit, on sait que c'est possible d'allier les deux. Fait que c'est pour ça qu'on tente d'être créatif puis novateur de cette manière-là, de la même manière que quand on parle de relève entrepreneuriale qui prend sur elle la perspective d'être aussi compétitive, d'être aussi performante que n'importe quelle autre entreprise en prenant ces critères-là en tête, en devenant des entreprises à mission, par exemple, les B Corp, là, dont on entend beaucoup parler aux États-Unis, ça ne nous met pas nécessairement dans une perspective de décroissance. Fait que Mais GNL Québec ne reviendrait pas pour autant. Non, j'entends. OK. Ouais. Et ça m'amène à notre question, une des questions les plus importantes du balado, si tu veux bien, Karine. Il y a comme beaucoup de suspense. La question qui tue. Fait que c'est que la question qui tue, mais c'est pas la même que tout le monde en parle. Non, c'est notre propre animation toute. Donc, la question qui tue ici, ouais. On l'a posée aux autres élus, autres candidats aussi, c'est selon le parti, ou selon même toi et tes convictions, c'est quoi la promesse électorale la plus importante, quitte à ce que tu considères un échec le mandat, que ce soit inacceptable de ne pas respecter la promesse la plus importante que le parti s'engage à respecter. Dans tous les domaines, pas juste entrepreneuriat ou... je pense qu'ils auront tout un impact sur l'entrepreneuriat, mais fait que, idéalement dans ce domaine-là, notre promesse la plus importante... La plus forte. La plus forte... j'irais avec nos politiques en matière d'immigration. Si on parle de mesures qui a de l'impact, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut... on a vu l'impact de la pénurie de main-d'œuvre au sortir de la pandémie, on a parlé de l'imprévisibilité, on a parlé du déficit de rétention de personnel pour les entrepreneurs. Quand on pense à une mesure forte qui, pour nous, là, ce serait un échec là, si on ne va pas de l'avant avec ça. Ce serait, d'une part, de maintenir, donc, pour la prochaine année, les seuils de 70 000 immigrants par année. On le sait, le gouvernement Legault a beaucoup joué avec ça. Là. Lui, il y a 4 ans, il a dit en prendre moins, mais en prendre soin. Il en a juste pris moins, il n'en a pas pris soin. Puis après ça, ça a tergiversé. Puis finalement, en 2022, finalement, on a accueilli 70 000 immigrants. Fait qu'on se dit, OK, fait que nous, pour 2023, on maintiendrait ces seuils-là. Puis ensuite, en fait, en parallèle, on sera en conversation avec chacune des régions pour voir quels sont leurs besoins en immigration, quels sont leurs besoins en main-d'œuvre, quelles sont leurs capacités, quelle est leur capacité d'accueil. Puis ça, c'est un des principes forts de notre charte des régions. Puis dire, OK, puis je l'ai mentionné, je pense, au début, le mur à mur, là, pour nous, ça ne fonctionne pas. Fait que si on implique nos régions dans ce partenariat-là, puis qu'elles nous donnent un peu, OK, voici, nous, c'est ce qui conviendrait, qu'est-ce qui
qui permettrait d'être une solution gagnante-gagnante, tant pour les gens qui arrivent ici que pour nos entreprises, pour résorber la situation de pénurie de main-d'œuvre, pour être capable de résoudre, de travailler sur nos enjeux démographiques. Voici comment on serait capable de les soutenir. Fait que je pense que oui, cette mesure-là, maintenir des seuils de 70 000 immigrants par année pour la prochaine année, jusqu'à ce qu'on ait des partenaires avec chacune des régions, puis de soutenir la régionalisation de l'immigration, je pense que ça, c'est une mesure forte qui serait pertinente pour la vitalité de nos régions, la vitalité de nos entreprises, de notre relève entrepreneuriale, de nos jeunes pousses qui sont en région, qui sont à l'extérieur de Montréal. On sait que, une école d'entrepreneurship en Beauce, on a une vie économique qui est très forte dans les régions du Québec. Donc, de penser à ça sous cet angle-là, moi, je pense que c'est oui. Là, ça, je pense qu'on n'a pas le choix. J'espère que je ne ferai pas chicaner, mais je pense que ça, c'est la mesure là, c'est la promesse qu'on n'aurait pas le choix de remplir. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Ben oui. Sans hésitation. Sans hésitation. C'est une évidence. C'est une évidence. Puis, on le voit... quand on pense juste aux 10 dernières années, au niveau de la relève entrepreneuriale, le sentiment, là, le désir de vouloir créer une entreprise, il n'a pas cessé d'augmenter. À part dans les 2 dernières années, là, depuis la pandémie, évidemment, avec l'incertitude, la guerre en Ukraine, tout ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait une certaine baisse, particulièrement au Québec, il faut le dire. Oui, il y a une baisse partout au Canada, mais particulièrement au Québec. Donc, je pense que le désir de fonder une entreprise chez 18-34, c'était 20% en 2019. Là, on est passé à peu près 15%. Fait que c'est quand même c'est statistiquement significatif. Là. Fait que c'est un gros chiffre. Fait que je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais avant ça, jusqu'en 2019, le désir de fonder une entreprise ne cessait de croître. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut... c'est un chiffre qui doit continuer de croître. Je pense que ça démontre à quel point... J'ai enseigné, oui, notre génération, mais comme tu l'as dit, la relève entrepreneuriale, c'est pas juste le reprenariat par rapport aux 18-34 ans, mais c'est aussi toute personne qui se lance soit après une carrière ou en mi-carrière, ou même les entrepreneurs à temps partiel. Si on le voit, on est capable d'avoir un écosystème qui diversifie sous cet angle-là. Donc, je pense que oui, là, on a tout ce qu'il faut pour amener ce chiffre-là à la hausse. Puis de montrer à quel point on est né pour un gros pain. Et puis ça passe... puis moi aussi, ça passe aussi par le mentorat. Tu sais, je l'ai pas mentionné. Le Québec soit né pour un gros pain, ça veut dire que oui, notre relève entrepreneuriale veut fonder des entreprises, mais ça veut aussi dire que nos Québécois qui arrivent aussi ici, qui sont issus d'immigration, veulent aussi fonder des entreprises. Puis on sait qu'on a qu'en fait, dans les chiffres, là, que ça montre que les femmes, que les gens issus d'immigration, que les jeunes ont ce désir-là de pouvoir créer, innover, aller de l'avant, puis voir que oui, que tout ce monde est né pour un gros pain. Fait quoi? Et est-ce que tu aurais des recommandations pour justement tout ce monde-là qui aimerait peut-être lire un livre, être inspiré, regarder un TED Talk, peu importe? Là, quand tu as dit recommandations, là, j'y allais autrement. Là, avant de dire un livre, premièrement, c'est le mentorat. Puis je pense que c'est super important de le mentionner parce que... T'en as bénéficié toi-même? Oui, j'en ai bénéficié. Je sais que, nos différentes chambres de commerce, ont des programmes de mentorat. Moi, j'ai fait du mentorat avec la chambre de commerce du Montréal métropolitain, là, auprès des gens qui sont arrivés au Québec dans les 5 les personnes immigrantes depuis 5 ans et moins. Fait que j'ai participé à ces types de programmes de mentorat-là. Puis ce que je constate, c'est que c'est essentiel. Ce sont des programmes de mentorat qui sont essentiels. Moi, évidemment, c'est ce côté professionnel, mais quand même, c'était autant pour les entrepreneurs que pour les jeunes professionnels qui arrivent qui veulent se tailler une place dans notre écosystème économique ici. On a besoin d'avoir ce mentorat-là. On le sait, les entreprises qui bénéficient de mentorat réussissent plus, c'est documenté. Fait que ça, c'est super important. Fait que c'est une recommandation à faire en ce sens-là. Oui, le mentorat, c'est aussi de continuer à encourager les femmes à devenir mentors. Souvent, on a moins tendance à faire du mentorat. Une femme qui a réussi en affaires va se dire « j'ai pas nécessairement
Je sais pas qu'est-ce que j'ai à offrir à quelqu'un d'autre qui se lance ou quoi que ce soit. On peut pas nécessairement ce réflexe-là, mais se dire oui, si vous avez réussi, il y a quelque chose que vous avez fait de correct, là. Quelque chose qui fonctionne bien. Fait que, oui, notre recommandation, ben c'est ça, d'être fier et de le partager parce que oui, il y a une contribution. Fait que, oui, ça, c'est notre recommandation de dire, s'assurer là, que les femmes en affaires, ben, qu'on puisse également faire du mentorat. Puis comme livre, Ce Québec qui m'habite de Dominique Anglade. Ah, bien vu, bien vu. Ouais. Ben, parce que, un entrepreneur, ben, c'est d'abord et avant tout son parcours. Puis si on l'a vu dans le premier segment de cette entrevue-ci, c'était de parler de ma personne, de qu'est-ce qui m'a amené où ce que je suis. Fait que le livre de Dominique, c'est ça aussi. C'est très personnel sur qu'est-ce qui l'a amené à vouloir voir grand pour le Québec. Puis qu'est-ce qui l'incite à demander aux Québécois de voter vrai cette année. Donc oui, c'est Québec qui m'habite. Bien dit, puis je pense que c'est une excellente recommandation de livre, justement, en plus pour connaître bien la chef du Parti libéral, c'est une excellente idée. Mais déjà, j'aimerais te remercier d'avoir participé au balado, à cet épisode spécial, c'est bien apprécié. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je pense que la relève entrepreneuriale, les électeurs sont d'autant plus informés maintenant, puis ça va avoir un gros impact dans leurs décisions le 3 octobre. Je l'ai dit, je le redis, donc bien important d'aller voter. Je pense que Élections Québec fait une très bonne campagne en ce moment, renverser la tendance. Ouais. Donc, aller voter, c'est extrêmement important, puis j'espère que cette série d'épisodes aura aiguillé votre choix ou du moins vous aura aidé. Donc, je te remercie une dernière fois, puis un petit regard à la caméra pour la fin. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.